102,5 Beauce, 106,7 Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sion FM, un trésor sur 24 heures. radiogalilée.com. Le goût du bonheur, avec Isabelle Lemieux-Lefebvre. Allô, bienvenue, comment allez-vous? Bienvenue à l'émission Le goût du bonheur. Je reçois pour vous cette semaine et la semaine prochaine un homme de cœur. Il dirige avec enthousiasme une école préscolaire et primaire pour garçons et pour filles, une grande école riche d'une tradition d'excellence depuis sa fondation en 1954. Comme il le dit si bien lui-même, et je le cite, « Notre école s'inspire à la fois de l'héritage des Sœurs du Bon Pasteur et des réalités éducationnelles d'aujourd'hui. » Sans plus attendre, je vous présente avec beaucoup de joie le directeur de l'externat Saint-Jean-Beckmans, Alain Roy. Soyez le bienvenu. Merci, bonjour et merci de m'avoir invité. Ben oui, et merci pour l'élan, la spontanéité à me dire oui. Je pense que c'est important d'accepter une invitation comme celle-là parce que au quotidien, j'en vis tous les jours. Je pense que les gens qui me côtoient, les gens qui sont tout autour de moi, qui sont autour de moi aussi, vivent du bonheur au quotidien. Je pense que c'est important de le témoigner, de le dire, ne serait-ce que pour se faire plaisir à soi-même, mais aussi pour permettre aux autres d'entendre que parfois le bonheur, c'est dans les petites choses et de ne pas chercher toujours de grandes illusions du bonheur, mais de le vivre au quotidien. Absolument. J'aimerais savoir, avant d'être directeur, vous étiez professeur. Je vous ai rencontré à Saint-Jean-Beckmans sur le chemin Sainte-Foy. Dans quelles circonstances vous avez fait le plongeon pour devenir directeur de l'externat? Je vous dirais qu'après un certain nombre d'années à l'externat, les religieuses ont décidé qu'elles devaient quitter. Pour vous faire une histoire courte, ces religieuses ont décidé qu'elles devaient quitter parce qu'elles n'avaient plus les ressources humaines. Les religieuses vieillissant devaient quitter. Alors, elles ont décidé de probablement fermer l'école à la fin de la présente une année scolaire à ce moment-là. Et elles ont rencontré les parents et les parents leur ont manifesté leur intérêt de pouvoir poursuivre l'œuvre éducative. Alors, les religieuses ont bien voulu accepter de donner une année supplémentaire, de permettre à une corporation de naître et de continuer une année supplémentaire dans l'ancienne école en vue d'éventuellement changer d'endroit. Et à ce moment-là, il y a eu un processus de sélection pour chercher un nouveau directeur d'école. Le processus a été mis en place, j'ai apporté ma candidature et finalement, j'ai obtenu le poste. À ma grande joie, à ma grande satisfaction, je pourrais dire à mon plus grand bonheur. Alors, nous avons fait une année dans l'ancienne école et par la suite, nous avons été chanceux parce que le séminaire des Pères Maristes a décidé de nous accueillir sur leur terrain. Alors, nous quittions la communauté des Sœurs du Bon Pasteur pour nous rendre sur les terrains du Père Maristes. Et en maintenant l'œuvre, et les Sœurs du Bon Pasteur nous ont cédé leur œuvre éducative, laquelle est entre les mains de l'équipe du personnel de l'externat ainsi que les membres du conseil d'administration. Et j'ai la chance de les diriger en quelque sorte au niveau de l'équipe particulièrement. Oui, et le blason de cette école, c'est grandir et servir. Dans quelques instants, ensemble, on va voir comment vous vous y prenez pour grandir et faire grandir à Saint-Jean-Beckmans. D'accord? D'accord.
Je suis en compagnie d'Alain Roy, qui est directeur de Saint-Jean-Berckmans et qui va nous parler, je pense, de façon très spontanée. Il nous l'a dit qu'il était heureux comme directeur. Comment ça se passe, le bonheur au quotidien, dans cette grande école, avec tout ce monde à gérer? Je vous dirais que d'abord, le bonheur au quotidien, c'est d'être bien dans sa peau. Il faut être bien soi-même pour être en mesure d'apprécier aussi les moments de bonheur des autres et pour être capable de susciter chez les autres des moments de bonheur et permettre d'observer les moments de bonheur qu'ils vivent. Moi, je vous dirais, j'ai la chance de diriger une équipe extraordinaire. Mon personnel, c'est peut-être mon plus grand bonheur, à l'exception de mes élèves, de tous les élèves qui sont dans l'école. Mais quand je dis à l'exception, dans le fond, c'est en forme de fusion. Oui. Je dois juste les mettre de côté parce que là, vous m'avez posé comment ça se passe un peu avec les gens. Oui. Mais avec le personnel, je vous dirais, les gens sont heureux à l'école chez nous. Les gens sont satisfaits, ils travaillent fort. Ils méritent, d'ailleurs, d'être félicités. Je pense que chaque jour, je peux voir des sourires, des profs qui ont du plaisir, des membres du personnel à différents secteurs de l'école qui ont du plaisir. Même dans les difficultés, les gens se parlent, communiquent bien, ont toujours un intérêt commun, c'est le bien-être des élèves. On se le rappelle au quotidien également, mais vous savez, c'est une grande famille, l'externe de Saint-Jean-Berckmans. Et je vous dirais que sans l'apport des élèves, on n'a pas notre place à l'école. On ne serait pas là. Alors, vous savez, c'est nos élèves aussi qui nous animent énormément. Nos enfants sont heureux. C'est sûr qu'il y a des enfants qui ont des difficultés, qui éprouvent des difficultés de toutes sortes. Mais pour nous, chaque enfant est unique et on essaie de se le rappeler. C'est peut-être utopique de penser qu'on veut les aider tous, qu'on va réussir à les aider tous, mais je pense qu'on fait l'effort de les amener à grandir chacun, justement. Et nous, on est un peu au service de tous ces élèves-là, pas au service dans le temps d'être servile, mais beaucoup plus de les aider, justement, à cheminer, puis à voir dans chacun d'eux le bonheur qu'ils peuvent vivre dans les réussites aussi petites qu'elles soient. Alors, je vous dirais, nous, à l'école, je pense qu'on a une école qui est appréciée. Les gens nous gâtent parce qu'ils viennent chez nous. Je ne voudrais pas négliger non plus la part des parents. Vous savez, on entend dire toutes sortes de choses dans les médias, les parents rois, les enfants rois. Je partage pas tout à fait cette opinion-là. C'est sûr qu'il y a des personnes, que ce soit chez les enfants, chez les parents, il y a des gens, des fois, qui vont pas nécessairement dans le sens qu'on voudrait. Mais quand on se place dans leur point de vue, qu'on essaie de voir leur point de vue, la façon dont ils perçoivent les choses, je pense qu'on peut comprendre aussi. Il faut les écouter, il faut essayer de comprendre et essayer de les amener à voir comment on peut changer certaines choses en fonction de s'adapter. Alors, grandir aussi, quand on mentionnait que l'externat s'est adapté au fil des années, le grandir et servir s'est adapté aussi. Les enfants grandissent, les parents grandissent aussi, ils apprennent à notre contact, on apprend à leur contact. On voit des choses, on entend des choses de leurs enfants et ils en voient des choses, ils en vivent à la maison également. J'entends un réseau qui se parle et qui communique et qui s'écoute. J'entends beaucoup de vie et beaucoup d'harmonie dans le sens de la communication. Hein. À une époque, le ministre, M. Pierre Reid, était venu à l'externat. Et il m'avait demandé, quand il était venu à l'externat, il m'avait dit, qu'est-ce qui vous anime, vous, chez vous, ici, à votre école? Qu'est-ce qui vous caractérise? J'ai dit, c'est la passion de mon monde qui travaille ici. Et il avait fait sa conférence, il y avait une rencontre, on avait un petit social. Et il m'avait dit, Monsieur Roy, je pense que vous ne me l'avez pas défini assez fortement. C'est vraiment une passion qui vous anime. Et j'avais beaucoup apprécié parce que j'aurais pu lui dire n'importe quoi, comme directeur, on peut dire de belles choses, mais il est revenu. Ça veut dire que lui aussi est un homme de cœur. Puis il m'avait dit, on sent du bonheur dans votre école, on sent que les gens sont bien, sont heureux. Alors, je me suis toujours rappelé de ça. Et derrière la passion, il y a beaucoup d'amour et j'en sens dans vos propos. Oui, ben moi, je vous dirais... À l'école, là, chez nous autres, chaque enfant qui est là, chaque membre du personnel, chaque parent qui vient chez nous, ce sont des êtres humains. On doit travailler en fonction d'être en harmonie avec les gens. Je pense que la nature humaine n'est pas belliqueuse, normalement. Alors, si on travaille en harmonie, ça veut dire qu'on aime les gens. Il y a une ouverture chez nous, à l'école. Moi, j'en ai une ouverture, je peux vous dire que j'aime mon monde. J'aime mes employés, j'aime les parents, j'aime les élèves. J'adore les élèves, d'ailleurs. J'avais dit que vous étiez un homme de cœur et je pense que j'avais raison, n'est-ce pas? Bien, merci. Je peux vous dire que oui, je suis un homme de cœur. Je peux même le jurer. Assis près du grand saule au milieu du jardin, comme à tes premiers jours penché sur ton couffin, quand je berçais tes rêves à la tombée du soir, j'essaie d'imaginer le cours de ton histoire, les lignes de ta main,
si j'étais ton chemin. Je me ferais discret dans l'ombre de tes pas, pour t'aider à grandir et pour t'ouvrir la voie. Je serais la poussière qui s'envole à tes pieds, un peu de mon bonheur qui colle à tes souliers. Je t'aimerais au point de te lâcher la main, pour que tu sois le seul à choisir ton destin, à dessiner ta route en puisant au hasard les raisons d'espérer et la force d'y croire. Si j'étais ton chemin, si j'étais ton chemin, je construirais des ponts, des tunnels, des ouvrages, j'ouvrirais des sentiers partout sur ton passage, pour que tu puisses aussi t'écarter quelquefois des pistes balisées qu'on a tracées pour toi. Je t'apprendrai les mots pour soigner les blessures, les signes éparpillés le long de l'aventure, pour te montrer le nord quand tu te crois perdu, les silences attendris de ceux qui ne sont plus, mais qui tiendraient ta main, si j'étais ton chemin. J'irais cueillir ton rêve au plus fort de la nuit, le planter dans la terre et l'inonder de pluie, de lumière et d'amour au soleil de midi, pour que tu rêves encore chaque jour de ta vie. Je ne t'épargnerai ni le temps ni l'effort, pour que tu sois debout devant les coups du sort, solide et résistant face à l'adversité, riche de ton courage et de ta liberté. Et je déposerai quelque part une pierre, pour te laisser t'asseoir, offrir une prière à tous ceux dont l'histoire t'a mené jusque-là, et pour ceux qui suivront la trace de tes pas. Si j'étais ton chemin, si j'étais ton chemin, et nous serions semblables aux bulles de savon qui font la route ensemble et puis qui se défont dans le même courant, chacun de son côté, mais sans aucun désir au fond de s'éloigner. Puis je m'effacerai comme un sentier se perd, en refaisant parfois le chemin à l'envers. J'aurai le sentiment d'avoir rempli mon rôle, et je m'endormirai à l'ombre du grand saule, où je berçais sans fin le début de ta vie. Au-delà des bonheurs partagés en commun, saurais-je alors enfin si j'étais ton chemin? Si j'étais ton chemin. Je suis toujours en compagnie d'Alain Roy, directeur de l'externat Saint-Jean-Beckmans. Si j'étais ton chemin, j'ai l'impression que vous êtes un chemin pour beaucoup de monde et j'ai hâte, c'est la portion de l'émission que je préfère, le bonheur au passé, les objets porte-bonheur, et j'ai hâte et je regarde. Surprenez-moi. Des objets porte-bonheur? Oui. Alors, j'ai apporté une carte. C'était une carte postale de Hallmark, vous savez. Vous voyez, ma carte est jaunie depuis plusieurs années. J'ai toujours eu cette carte à côté de mon bureau, que ce soit au sol, dans ma chambre. Ça fait de nombreuses années. J'ai ça depuis l'âge de 14 ans. Qu'est-ce qu'elle représente? Alors, c'est écrit sur la carte. On peut découvrir un monde de joie en aidant plus petit que soi. Si vous regardez, il y a une fenêtre avec une petite fille qui grimpe un petit escalier. Alors, c'est une échelle, pardon.
avec elle a la tête en forme de goutte d'eau et elle regarde du bout des yeux et on voit des petits chatons qui sont en haut. Oui. Et pour moi, c'était la curiosité intellectuelle, la curiosité de connaître les gens, connaître le monde. Mais c'est aussi, on peut découvrir un monde de joie en aidant, tout petit que soit. C'est pas seulement les élèves. C'est sûr que dans tout ça, j'avais une prédisposition à travailler avec des enfants. Mais je vous dirais que je l'ai toujours conservé près de moi parce qu'elle m'inspire, en quelque sorte, pour aider les gens. Je veux dire, aider les gens, non pas de jouer au bon samaritain, mais juste avoir de la compassion, de l'écoute. Oui. Et souvent, je retourne aux gens, c'est eux qui refont leurs propres choses, mais Oui. je pense que c'est important d'avoir de l'ouverture aux gens. Et répétez-moi la phrase. On peut découvrir un monde de joie en aidant plus petit que soi. Et pour moi, le plus petit n'est pas nécessairement en hauteur, en grandeur, Non, en âge. c'est celui qui a, C'est celui qui a besoin. Celui qui a besoin. D'accord. Alors, premier objet. Oh, laissez-le sur la table. J'aime ça le regarder. Oui. Le deuxième objet. J'ai apporté un foulard qui m'a été remis par une amie que j'ai toujours porté en vacances. Et pour moi, c'est un sentiment de liberté. Ah oui. Est-ce que vous pouvez me le passer 2 secondes? Je pense oui, que je vous dirais, c'est un les foulard de auditeurs France. aiment ça parfois C'est un que je foulard de décrive bleu avec des fleurs. Avec beaucoup de fleurs, et c'est ça, c'est un Rouge foulard, et beaucoup blanc, de couleurs, c'est oui. ça, c'est un foulard de Provence. Oui. Et ce foulard-là, quand je le porte, c'est un peu un sentiment de liberté aussi, mais c'est un foulard qui me rappelle la plage, la mer. Oui. Et un peu une certaine marginalité que j'ai toujours été marginal à ma façon. D'accord. Et je crois une marginalité positive, mais j'ai toujours porté ce foulard-là, je le porte encore. Et vous êtes un romantique parce Oui, que tout à fait. au moment d'en parler, j'ai senti de l'émotion venir. Ah, mais je Alors, vous dirais, c'est parce qu'il a quand même passé de nombreuses années Oui. à porter ce foulard-là. Oui. Et je le porte encore. D'accord. Alors, il est très beau, très précieux. J'ai apporté aussi un livre d'insectes. J'ai apporté celui de l'Arizona, mais j'ai aussi avec 2 insectes, Oh mon Dieu! 2 cicindelles, voyez-vous, Oh mon Dieu, avec oui. que j'ai apporté dans un petit sac avec les identifications. Et Oui. moi, je suis un entomologiste amateur, Ah, ça, je passionné savais pas d'entomologie. Vous savez, pour être bref, l'entomologie me permet de voir des milieux que les gens ne voient pas parce que les gens ne vont pas nécessairement dans ces endroits-là, que ce soit dans une sablière, dans des marais. Je peux aller dans un étang, tout près d'un étang, du mois d'avril jusqu'au mois de novembre. Et à ce moment-là, moi, je vois des plantes différentes, des insectes différents, des oiseaux différents, des couleurs différentes. Et Vous êtes un homme de la j'ai nature. toujours cru aussi à la connaissance pure. Oui. Je trouve que Ah, toute oui. la taxonomie est un peu évincée de nos jours, manque de subventions, etc. Et j'adore voir des Là, je vois insectes. J'adore les insectes. dans le carnet, là, j'en vois de toutes les sortes. Toutes les sortes, toutes les couleurs. Et vous savez, les insectes que vous les voyez très bien, mais on les voit à peu près pas. Des fois, dans la nature, sont minuscules. Oui. Il faut les voir au binoculaire ou les attraper la nuit. Alors, c'est sûr, je fais des chasses d'entomologie Oui. depuis de nombreuses années. J'ai Ben apporté oui. également Le des quatrième. cartes. Des cartes d'un homme qui s'appelle Steve Van Matre, qui avait écrit un livre Acclimatization. Et ce sont des cartes sensorielles que j'utilisais avec mes élèves, d'ailleurs, à une époque, quand j'enseignais en 6e année. Qu'est-ce que c'est qu'une carte sensorielle? Une carte sensorielle, ce sont des cartes. Par exemple, ce que je faisais avec mes élèves, je prenais à partir de cette carte-là, j'avais conçu des activités qui allaient parallèles avec ça. Et on s'en va, par exemple, en forêt avec des élèves, puis on les amène dans un endroit où il y a des fougères assez hautes. Puis on Oui. leur demande de se coucher au sol et Oui. de ramper, de se coucher sous les fougères pour se placer un peu comme si c'était tout petit, un peu comme dans le monde de Lilliput, là. Oui. Alors l'île de Lilliput, pour voir sous les fougères la beauté des spores, les couleurs, le soleil qui reflète. Quelle parce bonne que idée. Et je prenais aussi des cordes à linge que je mettais alentour des arbres. Et je demandais aux élèves de prendre des grands cartons noirs qu'on découpait. On faisait comme une grosse diapo. Et avec des épingles à linge, on mettait la diapo, la grande diapo 8,5 par 11 et on demandait à un autre collègue de venir voir et on décrivait ce qu'on voyait. Alors, c'est rempli C'est rempli de cartes sensorielles, sensorielles. d'activités sensorielles. Merci. Est-ce qu'il y en a encore? J'ai apporté une dernière chose. Oui. Ben, c'est sûr que elle est sur mon cellulaire, mais c'est parce que vous allez comprendre, c'est pas mon cellulaire. Ce sont mes 2 enfants, mon fils Dimitri Oui. et ma fille Lilia. Oui. Ils sont C'est sûr magnifiques. que la famille est importante, que ce soit la famille élargie, la famille différente. La famille est importante, la grande famille de l'externat également elle est importante. Mais ce qui est important dans tout ça, ce sont les gens. Les gens qui m'entourent, je vous dirais, mes amis sont importants aussi. J'ai la chance d'avoir de bons amis. Des gens qui viennent dans les bons moments, dans les moins bons moments, puis qui m'apprécient, que j'apprécie. Et on a la chance de pouvoir se dire ce qu'on pense mutuellement. Merci beaucoup, Alain. Bienvenue.
Je suis toujours en compagnie de Monsieur Alain Roy, qui nous parle avec une éloquence naturelle de son bonheur, de ses objets porte-bonheur. On est rendu aux figures porte-bonheur, Alain, des gens qui vous ont marqué au cours de votre vie. Est-ce qu'on peut jaser oui, je vous dirais autour qu'il y a des gens qui m'ont marqué. D'abord, mes parents. Mes parents étaient des gens pauvres, des gens qui ont travaillé très fort, puis qui m'ont toujours enseigné la droiture, l'intégrité, de l'honnêteté. C'était des gens très travaillants, je pense que j'ai retenu d'eux. Mes parents étaient des gens orgueilleux, et j'avais déjà écrit d'ailleurs une fois dans un article que mes parents m'avaient appris que l'orgueil était bon, mais qu'il fallait être prudent parce que l'orgueil mal placé pouvait faire périr son homme. C'est ce que mon père me disait. Alors, mes parents, mon père, ma mère, oui. Ma sœur, mon frère. Ma sœur a toujours été soutenante. Mon frère et ma sœur, j'ai un frère qui est décédé, j'ai un frère qui est malade, j'ai une sœur qui est en santé. Alors, la famille chez nous étions 5. Je suis le plus jeune de la famille. J'ai quand même 53 ans. Mon frère a 64. Ma sœur, je vais taire son âge. Par délicatesse. Et mon frère qui est décédé aurait 72 ans, 71, 72 ans. Il y a un grand écart. Alors, il y a un grand écart. Et vous savez, dans une famille comme ça, quand on était jeune, des fois, les gens me disaient, ah, là, t'es né plus tard. Puis là, en vieillissant, les gens disent, bon, ben là, est-ce que t'es voulu, t'es pas voulu? Est-ce que c'est un accident? Moi, ma mère me dit, regarde, t'étais pas un accident, mon amour, on te voulait. Puis peu importe si ça avait été le cas, je suis là, je suis heureux, je suis content, puis j'ai des parents extraordinaires. Alors, c'est juste pour faire un peu une taquinerie, une boutade par rapport à ça, mais non, au contraire, je vous dirais des figures dominantes, oui. Je vous dirais que mes amis ont été des figures dominantes aussi, parce que dans le choix de mes amis, amis ou connaissances, il y a des gens qu'on a dû séparer le chemin, on a dû se séparer, on a dû prendre des tangentes différentes. Il y a des gens que j'ai moins vus, que j'ai revus, mais j'ai appris aussi de ces gens-là. Puis avec les années, je pense que j'ai acquis un peu plus de sagesse. Il y a des moments où est-ce qu'on jugeait plus les gens, où je jugeais plus les gens. Mais avec le recul, il y a toujours des raisons qui amènent les gens à vivre d'une certaine façon, à penser d'une certaine façon. Et je pense que j'ai été assez soutenant envers certains, vers d'autres, je me suis tassé. Bon, c'est la vie. Oui. Il y a aussi mon épouse Mireille, avec qui j'ai partagé 22 années, qui a été très soutenante avec moi. On a eu 2 enfants extraordinaires. Il y a également mes beaux-parents, qui ont toujours été très bons. Ça, c'est encourageant parce que souvent, on parle des belles-mères, des beaux-pères avec un peu de taquinerie. Ah non, pas du tout, moi. Mais là, les beaux-parents, là, ils ont passé le test. Ah, mes beaux-parents ont passé le test. Je peux vous dire que mon beau-père est un peu comme mon père, parce que j'ai quand même perdu mon père il y a plusieurs années. Il était comme mon deuxième père, mais quoique mon père a toujours été mon père, là. Faudrait pas confondre. Et ma belle-mère a été une femme de cœur, une femme de tête. Mon beau-père également. Les deux m'ont toujours aimé comme si j'étais leur enfant, alors je les ai appréciés énormément. Ça, c'est un grand trésor. Je vous dirais, mes collègues de travail aussi. Mes collègues de travail m'inspirent parce que, vous savez, même si je suis dans un poste de direction, j'ai pas le choix d'écouter ce que les gens disent, des voir vivre, des entendre. Et je vous dirais, les gens qui m'ont inspiré, c'est un peu chacun et chacune qui travaille avec moi. C'est sûr, pas au même degré. Les affinités parfois diffèrent un peu. Non pas qu'il n'y en a pas du tout, mais les affinités diffèrent. Mais j'essaie toujours de voir le bon dans chacun. Et je suis content parce qu'il y en a plus que je pourrais croire à certaines occasions. Quoiqu'avec les années, comme je vous le mentionnais antérieurement, je m'assagis, alors je vois beaucoup plus le bon. C'est bon signe. Les gens un peu partout, hein, parce que ce qui m'apporte, moi, je vous donne un exemple. J'avais un enfant un jour qui était dans mon bureau, qui me dit, Monsieur Alain, il dit, il y avait des difficultés, il dit, moi, un tout petit, première année, il dit, je pleure dans ma tête. Oh. Alors, en l'entendant dire je pleure dans ma tête, vous savez que c'est sûr que ça m'a animé. Hein? Puis là, le hamster commence à fonctionner comme directeur, mais comme pédagogue, comme professeur, comme parent. Là, on dit « oh, palais ». Alors, pour me rendre un peu plus loin, je pourrais vous dire qu'à un moment donné, on lui a parlé, le prof lui a parlé, l'a aidé, il y a eu des situations qui se sont améliorées. Et un jour, il revient à mon bureau, puis à ce moment-là, il me disait « tu, c'est pas grave, on dit vous à l'école », mais il me disait « tu sais, monsieur Alain, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai parlé avec un tel, j'ai fait ça, dans ces mots-là. » Puis il me dit, quand je viens de voir, là, je ris dans ma tête maintenant. Oh. Alors, vous savez, ça vaut de l'or en barre. Moi, là, c'est le plus beau cadeau pour un directeur d'école, là. Puis, je vous dirais, ce qui m'inspire également, ce sont les parents avec qui je parle. Parce que les parents à l'école, nous, ils aiment leurs enfants. Vous savez, des fois, on dit oui, un peu de surprotection, mais
d'emblée, les gens aiment leurs enfants. Et moi, voir les parents venir chercher les enfants, puis les enfants disent « Attends un peu, papa, attends un peu, maman, je veux pas partir tout de suite. Je suis pas pressé. » Ça veut dire qu'ils sont bien à l'école. Et de les voir descendre en ne pleurant pas, ces enfants-là, le matin, venir à l'école, c'est très sécurisant pour des parents. Et les parents me le rendent parce qu'ils me le disent, ça. C'est sûr qu'au mois de septembre, quand les jeunes commencent l'école, on voit des papas et des mamans qui ont un peu de difficulté à couper un certain lien. Facile, mais hein? c'est tout à fait normal aussi. Non, je vous dirais, les personnages, bon. Il y a un prof qui s'appelait Monsieur Marc-Lionel Pelletier qui m'a enseigné à l'Université Laval, en didactique du milieu physique, et qui a toujours une bonne influence sur moi. Marc, c'est un homme de cœur. Et c'est un homme qui était paisible, c'est un homme qui croyait aux gens, et il m'avait dit, tu sais Alain, chaque élève était prof en didactique, alors, tu sais, chaque élève a du bon, puis c'est sûr qu'il faut que tu l'aides à cheminer, tu vas être dans une classe, puis rappelle-toi toujours de ça, chacun a du bon. C'est pour ça que dans notre projet éducatif aussi, on en est venu avec chaque élève est unique. C'est chaque enfant. Oui, je l'ai vu souvent dans les documents. Non, c'est ça, chaque élève est unique. Chaque élève est unique. Parce que, on le met souvent parce qu'on veut se le rappeler. Parce qu'en se le rappelant, en parlant, ça nous oblige aussi à se le rappeler et à faire des actions, à émettre des gestes en conséquence aussi, pour considérer chaque personne comme étant unique, pouvant les aider. Autant les élèves qui vont très bien que les élèves qui vont moins bien. Ça veut dire que l'atmosphère à l'école, ça doit être reposant, même quand les obstacles surviennent, parce que vous vous aimez les uns les autres, vous vous respectez. Bon, on se respecte parce qu'on sait très bien que tout le monde travaille dans la même direction. Oui. C'est sûr que d'un point de vue macroscopique, quand les gens regardent l'école, ça va très bien, c'est très beau, c'est vrai aussi. Oui. D'un point de vue microscopique, on est plus critique, nous, à l'intérieur. Oui, c'est normal. On voit des choses et c'est tout à fait normal, mais on est capable de se parler. Oui. Les gens sont capables de se parler. Je vous dirais qu'une des forces de notre école aussi, c'est que à travers un peu d'humour, à travers de choses plus directes, à travers le respect, les choses se disent. Bon, vous allez comprendre que tout ne se dit pas, là, puis que des fois, ça prend un peu plus de temps, puis que des choses, faut y aller. Faut choisir nos chevaux de bataille aussi, comme avec les enfants, comme les gens choisissent entre eux-mêmes. Alors, on ne dit pas tout, hein. On prend du temps. Des fois, on dit ça vaut pas la peine de mettre trop d'énergie sur ça. On va laisser porter un peu, on va revenir sur autre chose. J'entends que ça demande beaucoup d'équilibre de part et d'autre, hein, pour doser, pour discerner, pour savoir écouter ou se taire. Hein. Ben, c'est sûr, des fois, je dis à des collègues qui sont avec moi, puis dans un sens très positif, dans un bel échange, vous savez, quand on change de chaise, on voit les choses différemment. Parce que quand on change de chaise, on devient un peu le papa de tout ce monde-là. Sans prétention, là. C'est juste un geste affectif, c'est un propos affectif, mais on devient, pour tous ces gens qui sont devant nous, autant les élèves que le personnel de l'école, pour moi, c'est un peu, pas mes enfants parce que je veux pas les infantiliser, mais vous comprenez ce que je veux dire, sont importants pour moi, puis j'ai toujours un peu un souci. En quelques minutes, en quelques secondes, les valeurs qui sont les plus précieuses à vos yeux, quelles sont-elles? Ben, je vous dirais que c'est le respect et l'honnêteté. L'honnêteté, l'intégrité, la franchise, les valeurs, compassion aussi, je veux dire un peu tout. J'aurais de la misère à prendre une seule valeur. C'est un ensemble de valeurs qui constituent un être, et en tout cas qui me constitue avec les forces et les faiblesses, en sachant très bien que à travers tout ça, parfois on parle de respect, mais ça peut m'arriver aussi de disons, présenter le respect d'une certaine façon qui convient pas nécessairement à l'autre. Pour moi, c'est du respect pour l'autre. C'est toujours l'interprétation, mais je pars avec les grandes valeurs de base qui sont le respect de l'individu, respect des objets, respect des choses, respect de tous. Oui. J'ai beaucoup de plaisir à vous écouter. J'ai très hâte à la semaine prochaine. On va se retrouver. Alain, vous allez être au rendez-vous. Tout à fait, avec plaisir. Oui. Alors, merci. Je sens que vous êtes comme un poisson dans l'eau. Vous êtes bien avec le goût du bonheur. Ben, moi, je vous l'ai dit au jour, ce qui est important, c'est d'être bien dans sa peau. Oui. Et je le suis. Oui, et ça s'entend. Alors, merci Alain Roy. Merci. D'avoir participé à cette émission. À la réalisation technique, c'était Jacqueline Sanson. Au chant musical. Heure d'onde sur 24 heures. radiogalilée.com Mesdames et messieurs, ce samedi 23 février, une équipe devra se rendre au Mont-Valin pour effectuer de l'entretien technique nécessaire pour les antennes. Cela entraînera des coupures de nos diffusions entre 9h30 et midi. Nous vous prions de nous en excuser. Ce message s'adresse aux auditeurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean au 106,7 FM.
Le goût du bonheur, avec Isabelle Lemieux-Lefebvre. Bienvenue, soyez les bienvenus à l'émission Le goût du bonheur. Je reçois pour la seconde fois le directeur de l'externat Saint-Jean-Berckmans. Saint-Jean-Berckmans qui est un modèle d'école mixte, préscolaire et primaire où on a su préserver les valeurs chrétiennes, éducatives et culturelles, chères aux Sœurs du Bon Pasteur, les fondatrices de cette école en 1954. Je le reçois et j'ai beaucoup de bonheur à le recevoir. Alain Roy, soyez le bienvenu. Merci. Ça va bien? Je suis bien content d'être ici encore une fois. Ah, moi aussi, je suis contente. Ça va très bien, oui. Oui, je suis contente de vous recevoir. On fait un bref retour sur l'émission de la semaine dernière. Vous avez apporté les objets porte-bonheur. Vous voulez nous en parler brièvement? Oui, j'ai apporté une vieille carte postale que j'ai toujours dans mon bureau, où il est écrit « On peut découvrir un monde de joie en aidant plus petit que soi ». Alors, une petite fille qui observe des petits chatons. Et je vous dirais, quand on parle de petit, c'est au sens propre et figuré. Oui. J'ai apporté également un beau foulard de Provence qui m'avait été donné par Mireille Delisle. J'ai apporté également des insectes. Oui, j'allais dire des moustiques. Ouais, non, c'est pas la même chose, hein? Non, pas tout à fait. Faut que je mélange. Surtout pas dire des bébites. Non. Alors non, ce sont des insectes. J'ai une passion pour les insectes. J'ai apporté un livre et des insectes là directement. J'ai apporté également des cartes sensorielles que j'utilisais avec mes élèves, lesquelles j'utilise encore moi-même quand je vais en forêt là pour me retrouver, pour observer la nature. Et j'ai apporté une photo de mes deux enfants, mon garçon Dimitri et ma fille Lilia. Alors, on a fait la boucle autour des objets porte-bonheur. Et maintenant, les figures porte-bonheur, quelles étaient-elles? Je vous dirais, les figures porte-bonheur, il y a eu mes parents. Oui. Mes deux parents m'ont quand même appris beaucoup à avoir beaucoup de fierté, à faire attention à l'orgueil mal placé. Il y a également le personnel avec qui je travaille, qui sont pour moi des figures porte-bonheur, les gens avec qui je travaille au quotidien. Ma grande sœur Lorraine, mon frère qui est malade, mais c'est quand même une figure qui m'inspire parce que j'essaie de travailler fort aussi pour un peu pour combattre la partie qu'il a de maladie que moi je peux pas prendre, mais je me donne. Oui. Alors il y a également les enfants à l'école qui sont des figures porte-bonheur. Il y a mes amis, à peu près tous mes amis qui sont des figures porte-bonheur. Je vous dirais, et tous les gens qui sont de bonne humeur. Sont heureux. Pour moi, c'est des gens qui m'inspirent au quotidien. Rencontrer des gens qui sont de bonne humeur, je pense que sont sur la route du bonheur. Et la route du bonheur se construit au quotidien. Comme je vous mentionnais dans l'émission précédente, le bonheur, c'est d'être bien dans sa peau au quotidien. Et oui. Je le suis. Et on va passer dans quelques secondes à ce qui arrive au cours d'une vie, les obstacles. On va parler obstacles avec vous, avec cette philosophie que vous avez. Et j'ai très hâte de vous entendre à nouveau, Alain. Je vous dirais, je vais commencer par un obstacle. Dans quelques instants, le temps d'un pont musical, et tout de suite après, on est ensemble, d'accord? C'était avec empressement. Ben oui, toujours avec empressement, même à travers les obstacles. Je suis toujours en compagnie d'Alain Roy, qui est directeur de l'externat Saint-Jean-Berckmans. On arrive à une partie de l'émission où on parle des vraies choses. Ça fait partie de la vie, les obstacles, les épreuves, les difficultés. Vous voulez nous les partager? Oui, je vais commencer par l'obstacle le plus récent. Au mois de juillet dernier, en 2012, j'ai appris que ma conjointe de vie, mon épouse Mireille, avait choisi de prendre un chemin différent. Alors, on ne partagera plus
les 21 prochaines années ensemble. Et là, à ce moment-là, j'avais deux choix. Nous avions deux choix. J'avais le choix de me laisser abattre et de m'affaisser, de m'écraser, sombrer peut-être dans de la peine, la tristesse, l'alcoolisme, la dépression, etc. Ça aurait pu arriver. Mais j'ai choisi plutôt, étant un gars d'une certaine façon fier, étant un gars aussi qui est capable de se battre pour sa propre vie, puis j'appréciais bien à ma peau, comme je vous mentionnais, alors j'ai décidé de m'entraîner courir. J'ai modifié les choix alimentaires et j'ai couru en compagnie de Mireille. Alors, on a fait le passage jusqu'à son départ tout récemment. On a fait ce chemin-là ensemble, on a couru ensemble, parce qu'on voulait aussi le faire dans la dignité, comme modèle à nos enfants aussi, malgré le fait qu'il y avait une épreuve. Et je vous dirais, on a couru 6 jours, 5 jours, 4 jours, pendant tout l'été, tout l'automne, et on a pu partager sur nos enfants. On a échangé sur nos enfants, on a réglé toute notre situation familiale à l'amiable, dans l'harmonie totale même, je vous dirais. Quand je vous dis totale, c'est total. Et on a fait les choses avec dignité. Mais comment vous faisiez pour courir alors que vous aviez un gros chagrin? Je vous dirais, la course, quand on lit sur la course, parce qu'en lisant sur la course, on dit que la course est un antidépresseur ou une façon de, alors, sécrète des endorphines, et on courait et on se parlait. Ben oui, il y a eu des moments de tristesse, il y a eu des moments de peine en courant, il y a eu des moments de rire. Mais, je vous dirais, c'est peut-être fou ce que vous allez entendre, mais on a vécu du bonheur dans notre malheur. Expliquez-moi ça. Le bonheur, c'était, on riait encore ensemble. Oui. On parlait de nos enfants demeurent encore nos enfants. Je demeure encore le père, Mireille demeure la mère encore. Oui. Et on a eu beaucoup de plaisir parce que toute l'amitié, l'amour s'est changé en d'autres choses, mais l'amitié est encore là. Alors, le fait de courir ensemble et de se parler, on a maintenu la communication. Puis après tout, je veux dire, c'était pas la fin du monde. J'étais encore vivant, elle était encore vivante. Nos deux enfants sont encore là. Alors, on a regardé, nous autres, ce qu'on s'est dit, c'est qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants maintenant? Mais pour bien faire pour nos enfants, il fallait que tous les deux, on sauve notre peau. Et sauver notre peau, on a choisi de le faire ensemble et on l'a très bien fait. Et aujourd'hui, après 6 mois, Mireille vient de quitter, ça fait à peu près 2 semaines, on est encore très sereins tous les deux. Grandir et servir. On a grandi dans la tristesse, on a grandi dans la joie, on a grandi dans l'apprentissage aussi de ça. Et servir, je vous dirais, quand on parle de servir, on a servi de modèle à nos enfants. Non pas qu'une situation a été désagréable, mais comment on se sort d'une situation désagréable. Vous savez, on dit souvent, là, les phrases classiques, c'est pas la façon dont on tombe, c'est la façon dont on se relève qui est importante. Oui. Mais ça, c'est facile à dire. Autre chose que nous avons fait, c'est que nous n'avons pas laissé nécessairement entrer les gens dans notre univers, parce que les gens nous parlent avec leur cœur et nous disent comment ils se comporteraient. Tant et aussi longtemps qu'on ne vit pas une situation difficile, on ne sait pas comment on se comporte. Et la meilleure façon de faire, c'est de bien se comporter. En étant capable de dire les choses, en ne cherchant pas les accusations ni les condamnations. On a fait ça dans le respect mutuel tous les deux. Et je vous dirais, c'est sûr qu'après un certain temps, je peux pas parler pour Mireille, mais je pourrais parler pour elle, nous sommes très fiers de la façon dont nous avons fait les choses. Alors, je pense que ça, c'était quand même un gros défi de vie. Je suis encore un jeune homme agréable, je pense. Je dis un jeune homme, tu sais, pour faire rire les auditeurs. Une belle estime de pour faire les auditeurs, mais je pense que je veux dire, je pense. Mais le fait aussi d'être en santé, de s'entraîner, d'être bien, de pouvoir changer de vêtements un peu, de mettre des choses, de se faire des plaisirs. Alors, c'est sûr que, quand on est avec les gens, on est mieux, on est bien. Alors, moi, j'ai choisi ça, puis je suis très bien, puis je n'ai pas honte de le dire, puis je suis très fier de moi-même, puis je suis très fier de nous, de ce que nous avons fait. Puis le modèle qu'on a donné à nos enfants, c'est qu'on ne baisse pas les bras devant l'adversité, devant les difficultés. On trouve les moyens en se parlant et en faisant les choses avec dignité. Je vous le répète, avec dignité, c'était ce qui est le plus important. Et les modèles que vous donnez aussi à ceux et celles qui vous écoutent en ce moment et qui sont en difficulté, c'est tout un modèle. Je vous dirais, ça me fait tellement rire parce que je mentionnais à Mireille que j'avais envie d'écrire dans Elle Québec, parce que pas plus Elle Québec qu'un autre, mais des fois on voit des revues, les gens font des témoignages, c'était difficile, il y a eu des choses, mais il se fait de belles choses. Oui. Il se fait de belles choses. Alors, chez les gens, la nature humaine, elle est bonne. On est comme Elle Québec, mais on est Radio Galilée Québec. On est Radio Galilée, non, mais c'est vraiment, je pense que c'est important. En tout cas, ça a été un épisode qui a pas été facile. Je pense que, par contre, comme on dit, les blessures se guérissent, se pensent, et la vie continue. Chante
si tu devais mourir demain, comme si plus rien n'avait d'importance. Chante, oui, chante, aime la vie, aime, comme un voyou, comme un fou, comme un chien, comme si c'était ta dernière chance. Chante, oui, chante. Tu peux partir quand tu veux et tu peux dormir où tu veux. Rêver d'une fille, prendre la Bastille ou claquer ton fric au jeu. Mais n'oublie pas, chante, la vie chante, comme si tu devais mourir demain, comme si plus rien n'avait d'importance. Chante, oui, chante, fête, fais la fête, pour un amour, un ami ou un rien, pour oublier qu'il pleut sur tes vacances. Chante, oui, chante, et tu verras que c'est bon de laisser tomber sa raison. Sors par les fenêtres, marche sur la tête pour changer les traditions. Mais n'oublie pas, chante, la vie chante, comme si tu devais mourir demain, comme si plus rien n'avait d'importance. Chante, oui, chante, la 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 la, la 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 la, la 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 la, chante, oui, Je suis en compagnie d'Alain Roy, directeur de l'externat Saint-Jean-Bergmans, qui nous parle de façon même sereine des obstacles rencontrés et comment il a fait pour les surmonter. On continue, Alain, avec les obstacles? Je vous dirais, oui, un obstacle, c'est sûr que j'ai perdu mes deux parents, étant quand même 53 ans, mais mon père est né en 17, ma mère en 21, alors j'ai perdu mes parents, ils avaient 90, puis 80, aux alentours de près de 90. Mais je pourrais vous dire que la perte des parents, c'est toujours difficile. Tomber orphelin, il n'y a pas de moment dans la vie, il n'y a pas d'âge pour tomber orphelin. La seule chose, c'est que mes parents m'ont toujours dit « marche par en avant, mon homme ». Alors, puis ce que mes parents voudraient, c'est de ne pas m'apitoyer sur mon sort, dire « t'as perdu tes parents, mais prends ce qu'on t'a cédé, prends ce qu'on t'a légué en termes de valeur humaine, pas la partie monétaire ou matérielle, c'est pas important ça. Puis continue par en avant. Puis ce qu'on ne voudrait pas, c'est que tu baisses les bras, puis que tu t'apitoies sur ton sort. On n'est plus là, mais t'as en dedans de toi ce qu'il faut pour continuer. Alors continue. Puis je vous le répète, c'est marche par en avant. Hey, ça veut dire que l'éducation, hein, ça reste gravé. Tout à fait, oui, c'est ça. Puis c'est un modèle, c'est leur façon de parler, hein, avec leur érudition d'époque ou avec ce qu'ils avaient. Alors, vous avez les deux pieds sur terre. J'ai retenu ça, tout à fait. Oui. Je vous dirais un autre obstacle, c'est des enfants qui arrivent difficilement à réussir à l'école ou qui ont des problèmes. Nous, on a mis beaucoup de ressources en place à l'école, l'orthopédagogie, les ergothérapeutes, orthophonistes qui viennent, notre personnel non enseignant, le personnel enseignant qui travaille, qui est dévoué. Puis, on met beaucoup de choses en place, mais il arrive un moment où des fois, on n'est plus capable d'aider un élève. Et quand les gens, finalement, c'est moi qui mange le coup, me prêtent des intentions que là, je veux m'en débarrasser, que je veux plus les utiliser, ça me bouleverse tellement, là, je peux vous dire, parce que jamais, en aucun temps, je veux
laisser partir un enfant. Mais vous savez, il y a le bien commun, le bien individuel. À un moment donné, il faut regarder tout ça. Il faut voir aussi si on est capable d'aider l'élève. Quand on n'est plus capable de l'aider, on n'a pas les ressources. Puis les gens se fient sur nous, mais à un moment donné, on n'est plus capable. Même notre personnel n'est plus capable. Alors ça, je vous dirais, et ça, ce que je fais, je prends une marche, je respire, j'en parle à des collègues. Puis souvent, ce que je me dis, je continue à dire ce que je pense aux gens. Écoutez, je le fais pas contre vous. Je le fais parce qu'on n'est plus capable de l'aider, on ne lui rend pas service. Et là, à vous d'interpréter ce que vous voudrez. Moi, je vous dis de mon cœur ce que j'ai fait. Parce qu'on aura beau avoir fait beaucoup de choses avant, des fois les gens ne le voient plus parce qu'ils sont tellement dans la douleur, dans la peine. Et c'est là que je leur dirais, allez courir. Allez courir, allez prendre une marche. Allez ventiler. Voilà. Oui. Je dirais les obstacles. À part ça, les obstacles, il y a les obstacles au quotidien, les obstacles parfois de relations humaines avec les gens, des peccadilles. Mais je suis quelqu'un d'assez accessible. Quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui essaie toujours de rentrer en relation avec les gens par une porte si on n'est pas capable de rentrer par l'autre, parce que des fois la porte est plus difficile. Et je vous dirais, les obstacles, je vois pas la vie comme un obstacle, moi. Non. Au contraire, je vois juste comme des choses à vivre, des éléments à vivre, des moments plus difficiles, mais pas nécessairement comme des obstacles majeurs. C'est sûr que une séparation, un divorce, une mortalité, des difficultés avec des enfants majeurs, une blessure, une atrophie, par exemple, d'un enfant qui perdrait une jambe. C'est sûr que ça m'affecte, mais d'un autre côté, je dois continuer. Je vous dirais, oui. Allez-y. Il y a peut-être une chose, pas une chose, mais c'est pas une chose. Moi, j'ai un frère qui est malade, depuis de nombreuses années, et ça m'a toujours affecté. De quoi souffre-t-il? Vous savez, les diagnostics en maladie mentale sont éphémères, dépendamment de qui les soigne. Et après ça, les diagnostics changent. Mais mon frère avait discuté quand même un peu plus vieux que moi. Je me suis toujours senti un peu démuni de la façon de pouvoir l'aider. J'aurais tellement voulu prendre une partie de la maladie, un peu comme quand nos enfants sont malades, ils ont mal aux dents, mais ça me fait rien d'avoir mal aux dents, on voudrait leur enlever ça. Oui. Bon, dans le cas de mon frère, c'est ça. Je suis encore avec ça. Mais pour ce qui est des enfants qui sont malades, je veux dire, il y a moyen de donner des choses à l'occasion de laisser passer le temps. Mais aussi, des fois, il y a des souffrances et des difficultés, non pas par rapport à mon frère, mais il y a des souffrances et des difficultés que c'est un peu normal de laisser vivre aussi à nos enfants. Ils ont des choses qu'ils doivent vivre parce que on peut pas le vivre à leur place. On peut pas leur dire tout le temps, faites ci, faites ça, ne le faites pas, vivez-le comme ça. C'est encore nous qui voulons le faire à leur place. Faut les laisser vivre, les accompagner quand ils ont besoin. Mais je vous dirais, je vous mentionnais à la pause tantôt que le bonheur, vous savez, c'est un ensemble de petits éléments, autant dans les difficultés que dans les moments de joie. Il y a une amie qui me disait récemment, tu sais Alain, l'amitié c'est pas juste quand ça va bien. Tu peux me le dire s'il y a quelque chose qui va pas, tu peux venir m'aider si tu as besoin. Tu sais, j'ai dit, j'avais pas besoin. J'ai passé au travers d'une autre façon, je n'avais pas besoin. Si ma fille ou mon fils perdait une jambe, probablement je t'appellerais. Si j'avais le cancer, probablement je t'appellerais, j'aurais probablement besoin. Oui. C'est possible, je le pense. Ça veut pas dire que si j'arrivais dans la situation, ce serait ça. Mais pour le moment, j'avais pas besoin. J'ai dit, t'es encore mon ami, la même chose. Puis, c'est comme ça. C'est comme ça la vie. Je vous mentionnais aussi que quand j'enseignais en 6e année, il y avait une chanson pour mes élèves en enseignement moral et religieux catholique qui disait « Un caillou jeté dans l'eau n'en finit plus de faire des ronds ». Pour moi, les petites graines de bonheur, semer le bonheur, c'est de diviser le bonheur, c'est de répandre le bonheur. Mais de voir les gens heureux, ça me rend heureux. Moi, de voir le monde qui sourit. Chez nous, dans la maison, là, il y a 4 grosses lettres. Des lettres d'à peu près, je vais vous dire en pouces, parce que même si je suis dans une école, je vais vous dire en pouces, à peu près 8 pouces par 4 pouces, c'est marqué rire, en blanc, dans une bibliothèque directement. Les gens qui sont dans la rue chez nous voient ces 4 lettres-là. Oui. Les voient. C'est vrai que c'est un secret. Rire, de bonne humeur. Seulement entendre un éclat de rire, ça fait du bien. Tout à fait. Merci Alain. Bienvenue. C'est un plaisir de jaser avec lui. Il s'appelle Alain Roy, il est directeur de l'externat Saint-Jean-Bergmans. C'est un être humain qui nous parle en toute simplicité de sa vie.
On s'en va du côté des projets, des rêves, de ce qui nous donne des ailes. Qu'est-ce qui vous donne des ailes? Qu'est-ce que vous avez le goût de bâtir et de vivre encore, Alain? Ben d'abord, ce qui me donne des ailes, c'est de voir mes 2 enfants grandir. Oui. Grandir bien, grandir en quiétude, grandir de façon heureuse. Mes enfants sont bien, avec leurs forces et leurs faiblesses, avec leurs petits travers que je ne mentionnerai pas à la radio, mais je pourrais vous mentionner leurs forces à la radio. Mais reste que non, voir mes enfants grandir, les voir heureux, leur souhaiter d'être heureux aussi, en amour, en réussite scolaire, dans tous leurs rêves, leurs aspirations, les défis qu'ils auront. On rappelle leurs noms parce qu'ils ont des très beaux noms. Hein? Mon garçon s'appelle Dimitri, et ma fille s'appelle Lilia. C'est ça, ils ont quel âge? Mon fils va avoir 19 ans le 3 mars et ma fille a eu 16 ans le 30 septembre. D'accord. Alors non, je pense que mes enfants, c'est la prunelle de mes yeux, hein, je veux dire, d'une certaine façon. Des rêves, des aspirations, c'est sûr que je vais vous faire une confidence. Vous savez, dans toutes les familles, dans toutes les maisons, depuis qu'on est petit, bon, on a des forces, il y a des faiblesses, les gens disent de bonnes choses, mais il y a un secteur qu'on appelle la médisance. Vous savez, on entend souvent les gens médire, des fois médire par manque de connaissances, par jalousie, par envie, ou médire tout simplement parce que des fois, on veut s'insérer dans une conversation, on ne sait pas trop. Et j'explique à mes enfants, il y en aura probablement toujours de la médisance. Même chacun de nous en fait un peu à l'occasion. Je ne peux pas parler pour tout le monde, en tout cas, mais ce que je dis aux enfants, c'est de diminuer. La diminuer. C'est pas que mes enfants font, là, mais c'est important de cesser de critiquer, d'envier, de regarder, de juger les autres. Je dis ça à mes enfants, je vous répète, c'est pas parce qu'ils en font, mais c'est un modèle que je veux leur donner, c'est une façon de parler. Et je pense que ça, c'est important d'arrêter de juger les autres et de vouloir se mettre à leur place, mais d'essayer de comprendre les gens, de profiter du moment qu'on est avec les gens. Hein? L'autre jour, j'ai écrit à quelqu'un, j'aimerais ça... pouvoir profiter de ta présence. Profiter de sa présence, c'est d'apprécier sa présence, d'être avec elle, de faire des choses, de rire, de s'amuser, de manger, de marcher. De goûter le beau et le bon chez l'autre. Le beau et le bon. Vous savez, un rire, un regard, les yeux ne mentent pas beaucoup. La bouche peut dire toutes sortes de choses. Les yeux ne mentent pas. Quand on regarde quelqu'un, il y a des gens qui baissent les yeux parce qu'ils sont gênés, il y a des tics, il y a toutes sortes de choses. On peut pas juger non plus parce que quelqu'un baisse les yeux, mais les yeux ne mentent pas. Ça, c'est Vous savez, vrai. les yeux, là, c'est pas juste la prunelle, hein, c'est le miroir de l'âme quand on dit, là, mais les yeux ne mentent pas. C'est très juste. C'est pour ça que c'est important de regarder les gens dans les yeux, de leur parler, une bonne poignée de main aussi, ça fait toujours, c'est toujours agréable. Avez-vous d'autres rêves qui vous font vivre? Ouais, ben je vous dirais un rêve. J'ai toujours rêvé moi. Toujours rêvé. Moi, la nature, j'adore la nature et je rêve d'aller en Guyane française. Oui. Parce que c'est un des plus beaux endroits pour une chasse d'insectes sécuritaire. C'est vrai, les insectes. Je pourrais aller en Amazonie, je pourrais aller ailleurs, mais la Guyane française est un endroit très sécuritaire où il y a une variété d'insectes, où les gens sont fins, le rythme de vie est lent. Alors pour une chasse d'insectes là-bas, avec des guides ou pas de guides, c'est assez sécuritaire et c'est quand même un bon bout et j'aimerais faire ce voyage. Quelqu'un qui aime les insectes doit aimer les oiseaux, même si les oiseaux mangent les insectes. Je vous dirais qu'au départ, moi, j'étais un maniaque d'ornithologie et je faisais beaucoup d'observations d'oiseaux. Et avec le temps, je peux vous dire que c'est sûr que oui, les oiseaux, il y a plusieurs oiseaux qui mangent des insectes. Et avec le temps, je peux encore repérer certains insectes parce que je sais qu'il y a tel type d'oiseau qui vit dans tel arbre ou à tel endroit. Par exemple, prenez des pics qui sont sur les écorces. Ça veut dire que déjà, j'entends le pic, je sais qu'il y a des arbres morts. Oui. Je peux me prendre à des arbres morts sous les écorces. Oui. Il y a certains insectes qui vivent sous les écorces ou au pied de l'arbre. Absolument. Alors, je les reconnais. Bon, d'autres insectes vivent à d'autres endroits, sur les fleurs. Alors, quand il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent en bordure des voies ferrées, par exemple, pour manger certains insectes ou butiner dans les fleurs. Ils sont vos éclaireurs. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et à Saint-Jean-Berckmans, on n'a pas peur de parler des valeurs chrétiennes, des valeurs de toutes sortes, mais des valeurs chrétiennes. Dans l'héritage que vous voulez laisser aux vôtres, est-ce qu'il y a des valeurs qui sont importantes dans votre vie, là, vraiment là, essentielles? Quelles sont-elles? Je vous dirais la plus grande valeur, c'est l'ouverture aux autres. L'ouverture aux différences, l'ouverture aux autres. Et le plus bel héritage que je voudrais laisser à Saint-Jean-Berckmans, je ne sais pas la durée de mon passage, je ne sais pas s'ils me montreront la porte ou si je prendrai la porte par moi-même ou si je quitterai. Ça fait combien de temps? Ça fait 27 ans que je suis à l'externat, dont 11 comme directeur. Mais je peux juste vous dire une chose, que le plus bel héritage que je veux laisser, c'est mon équipe. C'est une équipe en santé, autrement dit une équipe convaincue d'être capable d'aider les enfants, une équipe qui travaille ensemble, qui a les coudes soudés,
qui est capable aussi de se dire les choses. Comme on parle de bonheur, Alain Roy, votre bonheur personnel, si vous fermez les yeux et vous dites dans les prochains mois, j'aimerais vivre telle chose, et vous ouvrez les yeux, qu'est-ce que ce serait? Ben, je voudrais pas fermer les yeux trop longtemps parce que j'apprécie la jante féminine, puis j'aime ça avoir les yeux ouverts pour être capable. Je suis pas en train de lancer un appel à la radio, mais je peux juste vous dire que oui, j'aimerais ça éventuellement partager mes jours avec quelqu'une dans le sens, mais j'aimerais ça partager mes jours avec quelqu'une. Alors, je suis persuadé que sur mon chemin, les petites traces de bonheur vont me guider au bon endroit. Oui. Et quelles sont les qualités que vous goûtez particulièrement chez vos amis et qui font que vous êtes heureux en leur présence? Ben, je vous dirais, la première chose, c'est que je sens qu'ils me respectent et qu'ils m'aiment. Mes amis m'aiment, moi je les aime. Mes amis sont loyaux, sont intègres. Bon, on a tous nos petites forces, nos petites faiblesses, hein, je le répète souvent, mais reste que je vous dirais, je peux compter sur eux. Puis ils peuvent compter sur moi aussi. C'est important. Puis on est capable de se dire les choses. D'accord. De différentes façons, à notre rythme, avec les bons mots, avec des mots différents, mais je vous dirais, moi j'aime le monde. Fait que... Et ça paraît. J'aime le monde. Oui. Et je me souviens de votre première réaction quand je vous ai invité. Comme un enfant, d'une spontanéité, vous avez dit le goût du bonheur. Oui, ça, c'est moi. Donc, le bonheur, c'est un mot qui vous est familier et vous voulez être heureux. Tout à fait. Je veux être heureux. Je fais pour être heureux aussi. Je suis heureux. Et comme je vous mentionnais, même dans les moments de tristesse, des moments plus difficiles, j'ai réussi à trouver du bonheur quand même parce que, à la limite, je vais mettre un morceau de musique que j'aime, qui me rendra pas triste, que je vais aimer, je vais danser, je vais chanter, je vais rire, je vais lire quelque chose. Qu'est-ce que vous aimez comme musique? Vous savez, maintenant, j'aime la musique des jeunes. Il y a une chanson qui s'appelle Rain Over Me de Mark Anthony. J'adore cette chanson-là, il y a Mr. Saxo Beat, là, parce que j'ai des amis, moi je viens de la Beauce, et des amis avec qui on écoutait la musique des années 70, moi j'ai mis de la musique à l'époque aussi, bon, on écoutait la musique, puis il me disait, je lui disais, je vais te donner des vieux morceaux, tu devrais mettre telle tune, il dit, non, il dit, Alain, c'est passé, je veux pas vivre dans le passé. Et là, ça m'a saisi un peu quand il m'a dit ça, je me suis dit, ouais, non, pourtant, c'est une partie de ma vie, ça. Mais là, j'ai compris, en écoutant ce qu'il écoutait, puis mes enfants l'écoutent, puis depuis 2 ans, je trouve que les jeunes ont de la bonne musique. Comme on avait, mais c'était une autre façon de faire la musique à l'époque, mais c'est bon. Et là, je me suis dit, je grandis, comme à l'externat, grandir. Grandir et servir. Grandir, alors je grandis, puis je m'adapte, c'est s'adapter aussi, le bonheur, c'est s'adapter au quotidien, et j'adore la musique, je peux vous dire, je cours dans le gymnase le soir, là, je mets l'écran géant, puis je mets des morceaux de musique, là, des morceaux récents latinos des jeunes, je m'entraîne dans le gym, là. Oui, parce que ça. Vous avez dit, il faut être bien dans sa peau, donc vous avez fait très attention à votre corps, à votre santé, hein. Oui. C'est ce que j'ai entendu pendant les 2 émissions. Je vous dirais, en tout cas, particulièrement depuis ce mois, et là, c'est une habitude de vie, et je voudrais pas retourner en arrière. Je goûte. C'est un bonheur. Cette petite parcelle de bonheur-là, je n'y avais pas accès. Parce que je faisais pas le choix. Là, j'ai fait le choix de. En quelques secondes, si un enfant venait vous voir et vous disait, Monsieur Roy, c'est quoi le bonheur? Qu'est-ce que vous répondez? C'est toi, mon cœur. La réponse dit tout. Alain Roy, ça a été un privilège de vous avoir avec moi. Je vous remercie. Vous me rappelez de beaux souvenirs au temps où j'allais reconduire mon fils Jasmin à Saint-Jean-Berckmans. Alors, merci pour le bien que vous faites et saluez toute l'équipe de Saint-Jean-Berckmans. Merci, je le ferai avec plaisir. Au nom de Radio Galilée. Et merci de m'avoir fait confiance en m'invitant. C'était un bonheur. Merci beaucoup. Merci encore. À la réalisation technique, c'était Jacqueline Sanson. Au choix musical, Mario Blouin. Au micro, Isabelle Lemieux.